Le bruit du chèque déchiré résonna dans la salle de la banque comme un coup de feu. Des morceaux de papier tombèrent jusqu'au sol en marbre, tandis que des dizaines de regards se tournaient vers la scène. La femme de 45 ans resta immobile, son sac usé pressé contre sa poitrine, observant les fragments de 820 000 tomber à ses pieds comme des confettis d'humiliation. « Ceci est falsifié », déclara le directeur, sa voix assez forte pour que toute l'agence entende. « Vous croyez que je suis idiot? Une femme comme vous avec un chèque de ce montant. » Il sourit, ce type de sourire qui porte des décennies de préjugés implicites. Sécurité. Accompagnez cette dame à la sortie avant que j'appelle la police. Son cœur battait fort, mais pas de peur. C'était de la colère. Une colère contrôlée, fermentée par des années de mépris similaires, de portes fermées au visage, d'opportunités refusées. Elle connaissait bien ce regard que le directeur posait sur ses vêtements simples, ses cheveux attachés sans coquetterie, ses mains calleuses d'une vie de travail. Pour lui, elle n'était qu'une personne de plus essayant de faire un coup. Le chèque est légitime, dit-elle, sa voix ferme coupant le murmure de l'agence. Il a été émis par la Constructora Horizonte. Je suis associée investisseuse. Si vous vérifiez dans le système. Vérifiez quoi? Le directeur croisa les bras, sa posture irradiant autorité et mépris. Je travaille ici depuis 12 ans. Je reconnais un fraudeur quand j'en vois un. Et vous, avec votre apparence, vous l'en déposez presque 1 million. Il rit, et certains clients détournèrent le regard, embarrassés. N'essayez même pas de me tromper. Le garde de sécurité s'approcha, un grand homme en uniforme bleu marine, visiblement mal à l'aise avec la situation. Il toucha légèrement son bras, un geste plus doux que ce que l'ordre exigeait. Mais elle ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur le directeur, mémorisant chaque trait de ce visage arrogant. « Je vais sortir, » dit-elle calmement. « Mais vous allez le regretter. » Le directeur laissa échapper un court rire. « Des menaces maintenant? Cela ne fait que confirmer que j'avais raison. » Il fit un geste de la main, la congédiant comme un déchet. « Vous pouvez l'emmener. » Alors qu'elle marchait vers la porte, elle entendit les chuchotements. Certains de pitié, d'autres de jugement. Une cliente âgée secoua la tête avec désapprobation, mais il n'était pas clair si c'était dirigé vers elle ou le directeur. La salle revint peu à peu à sa routine, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Pour ces gens, probablement, rien d'important ne s'était passé. Juste un autre incident lors d'une journée de banque ordinaire. Mais pour elle, c'était la goutte d'eau. Dehors, le soleil de l'après-midi frappait fort l'asphalte. Elle s'arrêta sur le trottoir, prit une profonde inspiration et ouvrit son sac. À l'intérieur, entre le portefeuille usé et un petit carnet de notes, se trouvait son téléphone portable. Elle composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « Docteur Enrique, c'est moi, Elena. J'ai besoin que vous veniez au bureau demain matin. Nous avons une situation. » La voix à l'autre bout était calme, professionnelle. Quelque chose de grave. Ça dépend du point de vue. Pour moi, c'est personnel. Pour la Banque centrale de l'Atlantique, ça va être institutionnel. Elle regarda en arrière, vers l'imposant bâtiment de verre miroir. Je vais faire valoir mes droits en tant que créancière majoritaire. Il y eut une pause. Elena, êtes-vous sûre? Ça va attirer beaucoup d'attention. Je sais exactement ce que je fais. Sa voix ne trembla pas. Demain, à 9 heures. Elena raccrocha et rangea le téléphone. Elle commença à marcher sur l'avenue animée, son esprit travaillant déjà sur les prochaines étapes. Ce directeur pensait connaître le monde, que sa position lui donnait le droit de juger et d'humilier. Il n'avait aucune idée de qui elle était vraiment. Et cela était sur le point de changer. 40 ans plus tôt, Elena était arrivée dans la grande ville à 17 ans avec 30 reais en poche. Elle avait fui l'intérieur après que son beau-père ait tenté de la vendre à un fermier pour rembourser une dette. La seule chose qu'elle avait apportée était l'alliance de sa mère, morte 3 ans plus tôt en accouchant, et une détermination qu'elle ne savait même pas posséder. Elle a travaillé dans tout. Nettoyé des maisons, vendu des bonbons dans la rue, ramassé des matériaux recyclables, servi dans des restaurants. Chaque centime était gardé avec obsession. Pendant que d'autres filles de son âge rêvaient de vêtements et de fêtes, elle rêvait de chiffres croissants dans un livret d'épargne. À 22 ans, elle acheta sa première machine à coudre d'occasion. À 25 ans, elle avait 5 couturières travaillant pour elle dans un entrepôt loué. À 30 ans, sa petite entreprise fournissait des uniformes à 3 chaînes de supermarchés. À 35 ans, elle vendit l'entreprise pour un montant que la plupart des gens ne verraient jamais dans leur vie. Mais elle ne s'arrêta pas. Elle investit dans l'immobilier quand personne ne croyait au quartier. Elle acheta des participations dans des start-ups que ses amis qualifiaient de folie.
Elle investit dans des obligations bancaires lorsque les taux étaient élevés et que personne ne voulait de risque. Chaque décision était calculée, chaque risque mesuré. Elle avait un talent naturel pour voir des opportunités là où les autres ne voyaient que des problèmes. Et pourtant, elle choisit de vivre simplement. Elle vivait dans la même petite maison qu'elle avait achetée 15 ans plus tôt. Elle conduisait une vieille voiture, mais fiable. Elle portait des vêtements confortables de marché populaire. Pourquoi ostenter? La richesse qui doit être affichée est une richesse fragile, pensait-elle toujours. Le vrai pouvoir est silencieux. Mais le silence ne signifie pas passivité. Le lendemain, Elena arriva au cabinet d'avocat à 8h40. Le docteur Enrique l'attendait déjà avec du café et une liasse de documents. C'était un homme de 60 ans, cheveux gris parfaitement coiffés, costume toujours impeccable. Il connaissait Elena depuis 10 ans et avait appris à respecter son intelligence financière. « Racontez-moi tout », dit-il en servant le café. Elena narra l'incident sans émotion, comme si elle relatait des chiffres d'un bilan. Lorsqu'elle eut fini, le docteur Enrique resta silencieux un long moment, tambourinant ses doigts sur la table. « Vous avez 2,4 millions en obligations de la Banque centrale de l'Atlantique, » dit-il enfin. « Cela fait de vous la plus grande créancière individuelle de l'institution. Techniquement, vous avez voix aux assemblées et pouvez influencer les décisions stratégiques. » Je sais. Elena prit une gorgée de café. Et c'est exactement ce que je vais faire. Elena, je dois demander, est-ce une vengeance ou une justice? Elle regarda par la fenêtre, vers la ville qu'il avait accueillie des décennies plus tôt comme une jeune fille effrayée et qui la voyait maintenant comme une femme d'affaires prospère, bien que invisible pour beaucoup. C'est une transformation, répondit-elle. Ce directeur n'a pas été le premier à me traiter ainsi, et ne sera pas le dernier à traiter quelqu'un de cette manière. Mais je peux faire en sorte que ce soit le dernier dans cette banque. Si vous aimez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Elena était sur le point de prouver que le véritable pouvoir ne réside pas dans le fait d'humilier ceux qui vous sous-estiment, mais dans la transformation du système qui permet que cela se produise. Le docteur Enrique ouvrit la liasse et commença à organiser les documents sur la table. Contrat, relevé bancaire, certificat d'obligation. Chaque papier était une pièce du puzzle que Elena était en train de monter. « Je vais avoir besoin de copies de tout ce qui s'est passé hier, » dit-il en prenant des notes sur un bloc. Heure exacte, nom du directeur, témoin si possible. Plus il y a de détails, mieux c'est. Son nom est sur le badge que j'ai vu. Ricardo Mendes, directeur de l'agence centrale, celle de l'avenue Libertadores. Elena sortit un papier froissé de son sac. C'était un des morceaux du chèque déchiré. Elle en avait ramassé quelques-uns avant de partir. J'ai ça aussi. Et il y avait au moins 30 personnes dans l'agence. Quelques employés, plusieurs clients. Le docteur Enrique prit le fragment de papier et l'examina. Une partie de la signature de la société de construction était encore visible, avec quelques chiffres du montant. Ceci est une preuve de destruction de documents financiers. Techniquement, il a commis un crime. Il fit une pause. Mais j'imagine que vous ne voulez pas seulement le poursuivre. Je ne veux pas détruire la vie d'un homme, dit Elena, sa voix ferme mais sans colère. Je veux qu'il comprenne ce qu'il a fait. Je veux que la banque comprenne. Et je veux m'assurer que cela n'arrive plus à personne. Pendant qu'ils discutaient, à 200 mètres de là, Ricardo Mendes arrivait à la banque pour une autre journée de travail. Il gara sa berline importée dans la place réservée, ajusta sa cravate dans le rétroviseur et entra dans le bâtiment avec la confiance de quelqu'un qui se sent intouchable. Ricardo avait 38 ans et se considérait comme un homme à succès. Diplômé en administration dans une université privée coûteuse, il avait fait carrière au sein de la Banque centrale de l'Atlantique, gravissant chaque échelon avec un mélange de compétences techniques et d'habileté politique. Il savait faire en sorte que les chiffres correspondent, il savait plaire aux supérieurs, il savait maintenir l'agence dans les objectifs fixés. Mais il y avait une chose que Ricardo ne savait pas faire, voir les gens au-delà de leur apparence. Il avait grandi dans un quartier de classe moyenne supérieure, fils d'un médecin et d'une professeure universitaire. Son enfance avait été confortable, son adolescence sans grand traumatisme. Il avait étudié dans de bonnes écoles, fréquenté des clubs exclusifs, épousé une femme de famille traditionnelle. Pour lui, le monde fonctionnait par couches bien définies, et chaque personne devait rester à sa place. « Bonjour, monsieur Mendes », salua Carla, la caissière qui travaillait à l'agence depuis 3 ans. Elle était une jeune femme noire qui traitait toujours tout le monde avec une politesse exemplaire. « Bonjour », répondit Ricardo sans la regarder, se dirigeant directement vers son bureau vitré au fond de l'agence. Carla l'observa entrer et fermer la porte. Elle avait été témoin de la scène de la veille et avait passé la nuit entière perturbée.
La façon dont il avait traité cette dame, l'humiliation publique, le chèque déchiré. Cela ne quittait pas son esprit. Elle-même avait déjà vécu des situations similaires, bien que moins extrêmes. Les regards de méfiance lorsqu'elle portait des vêtements plus simples, les questions supplémentaires sur son identité, la surprise des clients en découvrant qu'elle avait fait des études supérieures. « Ça va ?» demanda Daniel, un autre employé, remarquant son expression inquiète. « Je pense à la dame d'hier », admit Carla à voix basse. C'était mal. Daniel regarda autour de lui pour s'assurer que personne d'autre n'écoutait. « Oui, mais tu sais comment est Mendes. Il pense toujours avoir raison. Et si le chèque était vrai? Alors elle reviendra avec un avocat. » Daniel haussa les épaules. Et là, ce sera son problème. Mais Carla ne pouvait pas simplement laisser tomber l'affaire. Toute la matinée, tandis qu'elle servait les clients et traitait les transactions, son esprit revenait à cette femme. La dignité avec laquelle elle s'était tenue, même humiliée. Le calme dans sa voix lorsqu'elle avait dit qu'il allait le regretter. Il y avait quelque chose dans ce regard que Carla n'arrivait pas à oublier. Ricardo, quant à lui, avait déjà complètement oublié l'incident. Pour lui, ce n'était qu'un autre jour à gérer les tentatives pathétiques de personnes désespérées essayant de tromper le système. Il se sentait même fier d'avoir identifié la fraude si rapidement. Dans sa vision déformée, il avait protégé la banque et accompli son rôle avec excellence. À 11 heures, il reçut un courriel de la direction régionale demandant des rapports actualisés de toutes les transactions de la semaine. Rien d'inhabituel. Ricardo délégua la tâche à son assistante et retourna à l'examen des propositions de crédit. Ce qu'il ne savait pas, c'était qu'à cet instant précis, 3 étages plus haut dans un autre bâtiment, Elena et le docteur Enrique étaient en visioconférence avec le directeur juridique de la Banque centrale de l'Atlantique. « Madame Elena », commença le directeur juridique, sa voix tendue même à travers l'écran. « J'ai reçu votre demande de réunion extraordinaire basée sur vos obligations. Je dois dire que c'est inhabituel. » « Inhabituel mais légitime », intervint le docteur Enrique. « Ma cliente est la plus grande créancière individuelle de la banque. Elle a tout à fait le droit de demander une audience avec la haute direction pour traiter des questions affectant la réputation et la gestion de l'institution. » Le directeur juridique ajusta ses lunettes. Elena pouvait voir qu'il était mal à l'aise. « Pouvez-vous me dire de quoi il s'agit ? » Discrimination raciale, abus de pouvoir et destruction de documents financiers de la part d'un directeur, dit Elena directement. Cela s'est produit hier, à l'agence de l'avenue Libertadores. Témoigné par des dizaines de personnes. Il y eut un silence lourd. Le directeur juridique prit une profonde inspiration. Ce sont des accusations graves. Ce sont des faits graves, corrigea Elena. Et si la banque ne prend pas position, je le ferai. J'ai tous les moyens nécessaires pour cela. Le directeur juridique savait exactement ce que cela signifiait. Une créancière avec un tel montant investi pourrait causer des dommages significatifs si elle décidait de retirer son capital, pire, de rendre l'affaire publique. À l'ère des réseaux sociaux et des cancel culture, une histoire de discrimination raciale impliquant une banque pourrait devenir virale en quelques heures. « Je vais programmer une réunion avec le président et le conseil pour demain, » dit-il enfin. « À 10 heures. Cela vous convient ? » « Parfait, » répondit Elena. Lorsque l'appel se termina, le docteur Enrique la regarda avec une expression mêlant admiration et inquiétude. « Vous vous rendez compte que cela va tout changer, n'est-ce pas ? Votre vie privée, votre anonymat. »« Je sais. » Elena regarda par la fenêtre. « J'ai passé 40 ans à construire ma richesse dans le silence. Peut-être est-il temps d'utiliser cette voie que j'ai conquise. » Cette nuit-là, Ricardo Mendes dîna dans un restaurant cher avec sa femme, se plaignant des objectifs agressifs imposés par la direction. Il but du vin importé, paya l'addition sans regarder le montant et conduisit chez lui en écoutant de la musique à fond. Il dormit tranquillement, sans aucune inquiétude dans le monde. Il n'avait aucune idée que sa vie allait changer complètement. Carla, quant à elle, ne put pas bien dormir. Elle se tourna dans son lit en se demandant si elle devait dire quelque chose, faire quelque chose. Elle avait peur de représailles, peur de perdre l'emploi dont elle avait tant besoin. Mais elle avait aussi conscience, et sa conscience criait. À 6 heures du matin, elle prit une décision. Elle prit son téléphone et écrivit un courriel au canal de dénonciation interne de la banque. Elle décrivit tout ce qu'elle avait vu, sans citer de nom dans un premier temps, se contentant de rapporter les faits. Sa main tremblait en appuyant sur envoyer, mais elle le fit. À 7 heures, Elena se réveilla, prit son café simple avec du pain et du beurre, et enfila sa meilleure tenue. Ce n'était pas une tenue de marque, mais elle était propre, repassée et digne.
Elle se regarda dans le miroir et vit non seulement la femme de 45 ans qu'elle était, mais aussi la jeune fille de 17 ans arrivée dans la grande ville sans rien. Aujourd'hui, dit-elle à son reflet, nous montrons de quoi nous sommes faites. À 9 heures, elle était au cabinet du docteur Henrique pour revoir la stratégie finale. À 9h30, ils montèrent dans la voiture en direction du siège administratif de la banque. Le trajet se fit en silence, chacun plongé dans ses propres pensées. Ricardo arriva à la banque ce jour-là à 8h15, suivant sa routine habituelle. Il salua quelques employés, vérifia ses courriels, se prépara pour une autre journée ordinaire. À 9h50, son téléphone sonna. C'était le directeur régional. « Ricardo, j'ai besoin que vous veniez au siège immédiatement. C'est urgent. » « Maintenant, j'ai des réunions prévues ici. » « Annulez tout. Ce n'est pas une demande. » Ricardo raccrocha, confus. « Urgent ? Que pouvait-il y avoir de si urgent ?» Il prit son manteau et se dirigea vers le parking, légèrement irrité par l'interruption de sa routine. La salle de réunion au 22e étage du siège de la Banque centrale de l'Atlantique était entièrement en verre et en acier, avec une table en acajou pouvant accueillir 20 personnes. Lorsqu'Elena entra accompagnée du docteur Henrique, cette cadre était déjà assis, tous en costume sombre, avec des expressions variant entre curiosité et appréhension. Le président de la banque, Armando Castillo, un homme de 62 ans aux cheveux blancs impeccablement coiffés, se leva pour la saluer. Ses yeux parcoururent rapidement la tenue simple d'Elena, mais il garda sa posture professionnelle. « Madame Elena, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin en personne, » dit-il en tendant la main. « En 10 ans d'investissement avec nous, c'est notre première réunion en présentiel. » « J'aurais préféré que cela reste ainsi, » répondit Elena en serrant sa main fermement. « Mais les circonstances m'ont obligé à adopter une position plus active. » Tous s'assirent. Elena se plaça en face du président, le docteur Henrique à ses côtés. De l'autre côté de la table, à part Armando, se trouvait le directeur juridique, la directrice des ressources humaines, le directeur de la conformité, 2 conseillers et le directeur régional responsable de l'agence de l'avenue Libertadores. « Allons droit au but, » commença Armando en entrelaçant ses doigts sur la table. « Nous avons reçu votre demande de réunion et les accusations sont extrêmement sérieuses. Avant de continuer, j'aimerais entendre votre version complète des événements. » Elena prit une profonde inspiration. Elle avait répété ce moment mentalement des dizaines de fois au cours des dernières 24 heures, mais maintenant qu'elle était là, elle sentait le poids de chaque mot qu'elle devait prononcer. Ce n'était pas seulement pour elle. C'était pour chaque personne noire qui était entrée dans une banque et avait été regardée avec méfiance. Chaque travailleur humble traité comme un criminel potentiel. Chaque être humain réduit à son apparence. Avant-hier, je suis allé à l'agence de l'avenue Libertadores pour déposer un chèque de 820 000 reais émis par la Construtora Horizonte, entreprise dont je suis associée investisseuse, commença-t-elle, sa voix contrôlée mais chargée d'émotions contenues. Le directeur Ricardo Mendes m'a regardé, a regardé le chèque, et sans même vérifier dans le système, a déclaré publiquement qu'il était falsifié. Puis, devant toute l'agence, il a déchiré le chèque en morceaux. La directrice des ressources humaines, Clara Medero, une femme de 40 ans au visage grave, prit des notes sur sa tablette. A-t-il allégué un motif spécifique? Oui. Mon apparence. Elena laissa les mots flotter dans l'air un instant. Il a dit, et je cite, « Une femme comme vous avec un chèque de ce montant. » Il a appelé la sécurité pour me faire sortir sous menace d'appeler la police. Le silence dans la salle était dense. Armando ferma les yeux brièvement, comme s'il ressentait une douleur physique. Le directeur régional, Polo Nové, était visiblement embarrassé, se mouvant mal à l'aise sur sa chaise. « Madame Elena, » intervint le directeur juridique, « avez-vous des preuves de ces allégations ?» Le docteur Henrique ouvrit sa liasse. « Nous avons les fragments du chèque déchiré que ma cliente a recueillis. Nous avons le protocole d'émission du chèque par la société de construction, confirmant son authenticité. Et nous avons une liste de 17 témoins prêts à témoigner sur ce qui s'est passé, dont 3 employés de la banque elle-même. » Il fit glisser une liasse de l'autre côté de la table. Clara l'ouvrit et commença à lire, son expression devenant plus sérieuse à chaque page. « Un des témoins est Carla Santos, caissière de l'agence, » murmura-t-elle. Elle a également envoyé une dénonciation formelle via le canal interne hier soir. Polo Nové se racla la gorge. « Je n'étais pas au courant de cet incident avant hier. Monsieur Ricardo Mendes est l'un de nos directeurs les plus performants. Ses évaluations ont toujours été excellentes. » Elena l'interrompit, sa voix gagnant une fermeté qui fit redresser tout le monde sur leur chaise. « Monsieur Nové, votre directeur peut atteindre tous les objectifs,
conclure toutes les affaires, avoir tous les chiffres parfaits sur papier. Mais s'il traite les êtres humains comme des déchets, s'il discrimine les gens à cause de la couleur de leur peau ou de leurs conditions sociales, alors il ne devrait pas gérer un simple stand de limonade, encore moins une agence bancaire. La salle tomba à nouveau dans le silence. Armando observa Elena avec une expression qu'elle ne put complètement déchiffrer. Il y avait du respect, peut-être même de l'admiration, mais aussi du calcul. C'était un homme d'affaires évaluant risques et avantages. « Que attendez-vous de nous » demanda-t-il directement. Elena avait beaucoup réfléchi à cette question. La vengeance aurait été facile. Elle aurait pu exiger le licenciement immédiat de Ricardo, poursuivre la banque pour préjudice moral, retirer tout son investissement causant un choc financier. Mais cela résoudrait-il le problème réel? Punirait un homme, mais changerait-il le système? Je veux 4 choses, dit-elle en levant la main et en comptant sur ses doigts. Premièrement, M. Ricardo Mendes doit être suspendu de ses fonctions immédiatement et suivre un programme éducatif sur le racisme, les biais inconscients et l'empathie. Je ne veux pas qu'il soit licencié. Je veux qu'il apprenne. Clara prit rapidement des notes. Armando fit signe à Elena de continuer. Deuxièmement, je veux que la banque crée un canal de signalement réellement anonyme et efficace pour les cas de discrimination, avec un comité indépendant pour évaluer les plaintes. Et qu'il y ait des conséquences réelles pour les employés qui violent les politiques de respect. Troisièmement, formation obligatoire sur la diversité, l'inclusion et le service humain pour tous les employés, à tous les niveaux. Et quand je dis tous, je vous inclus dans cette salle. Quelques cadres échangèrent des regards. Polo Nové ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais la referma. Et quatrième, Elena fit une pause, sachant que c'était la partie la plus impactante. Je veux que la banque crée un fonds de microcrédit à taux réduit spécifiquement pour les petits entrepreneurs des communautés périphériques. Des personnes qui ont des idées, l'envie de travailler, mais qui sont systématiquement rejetées pour absence de garantie ou d'historique bancaire traditionnel. Armando se pencha en avant. Un fonds de microcrédit. De combien parlons-nous? 5 millions pour commencer. Et je contribuerai moi-même à hauteur d'1 million. Elena garda son regard ferme. Ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans des personnes que le système financier a toujours ignorées. Des personnes comme je l'étais il y a 40 ans. La salle éclata en murmures. Les cadres discutaient entre eux à voix basse. Clara et le directeur juridique échangèrent des regards significatifs. Polo semblait complètement perdu. Seul Armando resta silencieux, observant Elena intensément. « Vous vous rendez compte, dit-il enfin, que ce que vous proposez va bien au-delà de la résolution d'un incident isolé. Vous proposez une restructuration de notre culture d'entreprise. » « Oui, » répondit simplement Elena. « Parce que le problème n'est pas un directeur. C'est le système qui a permis à ce directeur de se sentir à l'aise en faisant ce qu'il a fait. » Le docteur Enrique ajouta. « Ma cliente est prête à utiliser toute son influence en tant que plus grande créancière individuelle pour pousser ces changements. Mais elle préfère le faire en partenariat avec la banque, pas contre elle. » Armando s'inclina sur sa chaise, pensif. Il regarda chacun de ses directeurs, lisant leurs expressions, calculant les possibilités. Enfin, il se tourna vers Elena. « Je vais être honnête avec vous. Ce qui s'est passé est inacceptable. Cela déshonore notre institution et tout ce que nous prétendons représenter. Mais vos exigences sont ambitieuses. Elles demanderont du temps, des ressources, des changements structurels. »« J'ai le temps, » dit Elena calmement. « Et en ce qui concerne les ressources, vous gérez des milliards. 5 millions, c'est une fraction. La question est, avez-vous la volonté ?» Armando sourit pour la première fois, un petit sourire mais sincère. « Vous savez, Madame Elena, en 30 ans de carrière bancaire, je n'ai jamais eu une réunion comme celle-ci. » Il regarda Clara. « Combien de temps avons-nous besoin pour mettre en œuvre ces propositions ?»« Si nous avons le soutien total de la présidence, » répondit Clara, « je peux avoir un plan détaillé en 2 semaines. »« Vous avez mon soutien. » Armando se tourna vers Elena. « J'accepte vos conditions. Toutes. Mais j'ai une contre-proposition. » Elena haussa un sourcil. « Je vous écoute. » « Je veux que vous deveniez conseillère spéciale de la banque pour la diversité et l'inclusion financière. Je ne veux pas seulement mettre en œuvre vos idées. Je veux que vous nous aidiez à le faire correctement. » Pour la première fois depuis son entrée dans cette salle, Elena sourit. Ricardo Mendes entra au siège de la banque, complètement inconscient de ce qui se passait 22 étages plus haut. Il suivit les instructions et fut dirigé vers une salle d'attente au 10e étage, où fonctionnait le service des ressources humaines. Une secrétaire polie lui demanda de patienter, lui proposa du café,
puis disparut derrière une porte. Il attendit 15 minutes, puis 30. L'irritation commença à monter. Pourquoi l'avait-il sorti de l'agence avec tant d'urgence s'il le laissait maintenant attendre? Il consulta ses emails sur son téléphone, répondit à des messages, tambourina des doigts sur le fauteuil rembourré. Au bout de 40 minutes, la porte s'ouvrit enfin. Clara Medero entra accompagnée d'un homme du service juridique que Ricardo ne connaissait pas. Tous deux avaient des expressions professionnellement neutres, mais il y avait quelque chose dans l'air qui fit se nouer l'estomac de Ricardo. « Monsieur Mendes, merci d'être venu », dit Clara en s'asseyant en face de lui. « Je dois discuter avec vous d'un incident survenu avant-hier dans votre agence. » Ricardo fronça les sourcils. « Incident ? Il n'y a eu aucun incident. Tout s'est déroulé normalement. » Clara ouvrit une tablette et tourna l'écran vers lui. C'étaient des photos des fragments du chèque déchiré, déjà reconstitués et photographiés comme preuve. Vous vous souvenez de cela? Le sang de Ricardo se glaça. Ce chèque. Cette femme. Ceci. C'était une tentative de fraude. J'ai identifié et agi conformément au protocole. Le protocole, dit l'avocat en ouvrant une liasse, stipule qu'en cas de suspicion de fraude, l'employé doit retenir le document, vérifier dans le système, contacter l'institution émettrice et si la suspicion est confirmée, appeler discrètement la sécurité. À aucun moment le protocole n'autorise la destruction du document ou l'humiliation publique. Ricardo sentit la sueur commencer à perler sur son front. La situation exigeait une action immédiate. La femme n'avait clairement pas les moyens d'avoir un chèque de ce montant. Basé sur quoi? Demanda Clara, sa voix prenant une dureté tranchante. Une vérification du système? Une comparaison des signatures? Ou simplement le fait qu'elle était une femme noire portant des vêtements simples? C'est absurde. Je ne suis pas raciste. Ricardo éleva la voix, se sentant acculé. J'ai travaillé 12 ans dans cette banque, j'ai toujours atteint mes objectifs, j'ai d'excellentes évaluations. Il y a 17 témoins, l'interrompit l'avocat, dont 3 de vos employés, qui confirment que vous avez porté des jugements uniquement basés sur l'apparence de la cliente. Que vous avez déclaré le chèque faux sans aucune vérification. Que vous l'avez humilié publiquement. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant, monsieur Mendes? Clara se pencha en avant. Le chèque était légitime. Madame Elena Costa est associée investisseuse de la Construtora Horizonte. Vous avez détruit un document financier valide et exposé la banque à une situation juridique gravissime. Ricardo sentit le monde tourner. Elena Costa. Il tenta de se rappeler s'il avait entendu ce nom auparavant. Construtora Horizonte, client corporatif, rien. Je ne savais pas, murmura-t-il. Comment aurais-je pu savoir? Exactement, dit Clara, et il y avait quelque chose de tranchant dans sa voix. Vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous êtes pas donné la peine de vérifier. Parce que vous avez regardé une femme noire aux vêtements simples et avez automatiquement supposé qu'elle ne pouvait pas avoir d'argent légitimement. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ricardo ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit à nouveau. Aucune défense. Il le savait. Pour la première fois depuis des années, peut-être de sa vie, Ricardo Mendes ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté. Une honte réelle. « Que va-t-il m'arriver » demanda-t-il, sa voix faible. « Ça dépend de vous » répondit Clara. « Madame Elena a eu une réunion avec notre présidence aujourd'hui. Elle aurait pu exiger votre licenciement immédiat. Vous poursuivre ainsi que la banque pour dommages moraux. Avec les preuves qu'elle possède, elle aurait gagné facilement. » Ricardo avala difficilement. Sa carrière, sa réputation, tout ce pour quoi il avait travaillé pouvait s'effondrer. Mais elle ne l'a pas fait. Elle a demandé autre chose. Clara fit glisser un document sur la table. Suspension rémunérée de 3 mois. Pendant cette période, vous participerez à un programme éducatif intensif sur le racisme, les biais inconscients et l'empathie. Vous aurez des séances avec des psychologues spécialisés, assisterez à des conférences, lirez une bibliographie spécifique. Ricardo prit le document avec des mains tremblantes. Et ensuite, si les professionnels attestent que vous avez réellement intégré les apprentissages, vous serez réaffecté. Plus comme directeur. Vous travaillerez dans une agence communautaire, au service de populations à faible revenu, pendant au moins 1 an. Seule une réelle transformation pourra vous permettre de revenir à un poste de direction. Elle me donne une seconde chance, murmura Ricardo, plus à lui-même qu'aux autres. C'est exact, confirma Clara. Contre l'avis de beaucoup, dois-je ajouter. Elle croit que les gens peuvent changer. Que l'éducation est plus puissante que la punition.
Personnellement, je pense que vous ne méritez pas cette générosité. Ricardo regarda le document, puis Clara. Puis-je lui parler? Lui présenter mes excuses? Non. La réponse fut catégorique. Madame Elena ne veut pas de vos excuses maintenant. Des excuses vides ne signifient rien. Si vous changez réellement, si vous apprenez vraiment, alors peut-être qu'un jour vos excuses auront de la valeur. Mais ce sera pour le futur. Pour l'instant, vous avez 3 mois pour réfléchir au type de personne que vous étiez et au type de personne que vous voulez devenir. À ce moment-là, 22 étages plus haut, Elena terminait sa réunion. Armando lui serra de nouveau la main, cette fois avec un respect sincère. Je vais désigner Clara pour travailler directement avec vous à la mise en œuvre des mesures, dit-il. Et j'espère sincèrement que vous accepterez notre proposition de consultance. Je vais y réfléchir, répondit Elena. Mais oui, je veux faire partie de ce changement. Alors qu'elle et le docteur Enrique quittaient le bâtiment, il commenta. Vous vous rendez compte que vous lui avez donné une sortie que beaucoup n'auraient pas donnée, non? Je sais. Elena regarda le ciel, nuageux mais sans pluie. Mais je me souviens de qui j'étais à 17 ans. Je me souviens des erreurs que j'ai commises, des préjugés que j'avais moi-même. La différence, c'est que j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont enseigné, qui m'ont montré un autre chemin. Peut-être qu'il pourra aussi apprendre. Et s'il ne peut pas? Alors il aura perdu sa dernière chance. Mais au moins, je lui aurai donné ce que personne ne m'a donné, une vraie opportunité de changement. 2 semaines plus tard, Ricardo commença son programme. Le premier jour, il s'assit dans une salle avec 5 autres personnes ayant commis des actes discriminatoires dans différents contextes. Une psychologue spécialisée dans le racisme animait le groupe. Elle demanda à chacun de raconter son histoire. Quand ce fut le tour de Ricardo, il relata l'incident pour la première fois avec une honnêteté totale. En parlant, il entendit ses propres mots et sentit une vague de nausée. Comment avait-il pu traiter un autre être humain de cette façon? Pourquoi pensez-vous avoir fait cela? Demanda la psychologue avec douceur. Ricardo inspira profondément. Parce que j'ai grandi dans une bulle. Parce que je n'ai jamais remis en question mes privilèges. Parce qu'il était plus facile de juger que de voir. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Et parce que je suis un lâche qui cachait sa propre insécurité en attaquant ceux que je considérais inférieurs. C'était la première fois de sa vie que Ricardo Mendes était complètement honnête avec lui-même. Et ça faisait mal. Plus mal que toute punition physique n'aurait pu faire. Pendant ce temps, Elena commença sa consultance à la banque. Clara devint sa partenaire directe, et ensemble elles commencèrent à reformuler les politiques, former les équipes, créer de vrais protocoles d'inclusion. Le fonds de microcrédit fut officiellement lancé lors d'une cérémonie discrète, baptisée Fonds Espoir. Carla, la caissière qui avait été témoin de tout, fut promue superviseur et désignée pour faire partie du comité de diversité. Lors de la première réunion, quand elle vit Elena, ses yeux se remplirent de larmes. « Merci », dit-elle simplement. Elena la prit dans ses bras. « Vous avez eu le courage de dénoncer. C'est plus rare que vous ne le pensez. » La banque changeait. Lentement mais véritablement. 6 mois plus tard, Elena marchait sur la même avenue où tout avait commencé. C'était un samedi matin, le soleil brillait fortement et la ville était pleine de vie. Elle portait son même sac usé, vêtue de vêtements simples et confortables. Rien n'avait changé dans son apparence. Mais tout avait changé autour d'elle. La Banque centrale de l'Atlantique avait désormais obtenu le label d'entreprise engagée pour la diversité, après des mois d'audits indépendants. Le canal de signalement avait reçu 143 rapports en 6 mois, et chacun avait été sérieusement investigué. 17 employés avaient été licenciés pour discrimination avérée. 23 autres avaient suivi des programmes de rééducation. Mais les chiffres les plus importants pour Elena étaient ailleurs. Le Fonds Espoir avait déjà accordé des microcrédits à 87 petits entrepreneurs. Une couturière rêvant d'agrandir son atelier. Un jeune homme voulant ouvrir un snack dans le quartier. Une mère célibataire douée pour la pâtisserie. Des personnes comme Elena l'avaient été des décennies plus tôt, qui avaient simplement besoin d'une opportunité. Elle s'arrêta devant l'agence de l'avenue Libertadores. La façade était la même, mais quelque chose dans l'air avait changé. Elle inspira profondément et entra. L'intérieur était animé comme toujours. Des clients attendaient sur les chaises, des employés circulaient, le bruit des ordinateurs et des conversations remplissait l'espace. Mais Elena remarqua des différences subtiles. Les affiches au mur montraient désormais des personnes de différentes ethnies et conditions sociales. Il y avait une bannière sur le Fonds Espoir. Et les employés semblaient plus attentifs, plus humains dans leur manière d'accueillir. « Puis-je vous aider »
demanda une voix. Elena se retourna et vit Carla, désormais avec un badge de superviseur, lui souriant. Elles étaient devenues proches ces derniers mois, travaillant ensemble au comité de diversité. Je voulais juste jeter un œil, dit Elena. Voir comment ça se passe. C'est différent, n'est-ce pas? Carla regarda autour d'elle avec fierté. Les gens le ressentent. Les clients commentent que le service a changé, qu'ils se sentent plus respectés. Et les employés? Certains ont résisté au début. Ils se sont plaints des formations, ont trouvé ça excessif. Carla baissa la voix. Mais la majorité a compris. Surtout quand ils ont vu que nous parlions sérieusement des conséquences. À ce moment, la porte de l'agence s'ouvrit et un homme entra. Elena le reconnut immédiatement, bien qu'il semble différent. Ricardo Mendes était plus maigre, avait de profondes cernes et portait un uniforme simple de guichetier au lieu du costume cher de directeur. Il travaillait ici depuis 2 mois, après avoir terminé son programme de rééducation et passé un mois dans une agence communautaire en périphérie. Il vit Elena et s'arrêta. Pendant un instant, il sembla vouloir s'approcher, puis baissa le regard et se dirigea vers son poste de travail. « Il demande à vous parler chaque semaine, » dit doucement Carla. « Et chaque semaine je lui dis que, quand vous voulez, vous pouvez aller le voir. » Elena observa Ricardo servir une cliente âgée avec patience et respect. Elle l'entendit expliquer soigneusement les frais, le vit sourire gentiment lorsque la dame ne comprenait pas quelque chose. C'était une scène petite, quotidienne, mais significative. « Je pense que c'est aujourd'hui le jour, » dit enfin Elena. Carla acquiesça et s'éloigna discrètement. Elena attendit que Ricardo termine son service, puis s'approcha de son poste. Quand il leva les yeux et la vit là, son expression traversa une série d'émotions. Surprise, peur, honte, espoir. « Madame Elena, » dit-il en se levant rapidement. Sa voix tremblait. « Je ne m'attendais pas. »« Asseyez-vous, Ricardo. »« Moi aussi. » Elena tira la chaise client et s'assit. Il se rasseyit, les mains légèrement tremblantes sur la table. « Je voulais m'excuser depuis des mois. J'ai essayé tant de fois, mais on m'a dit que vous ne vouliez pas me voir. »« Je ne voulais pas, » confirma Elena. « Pas avant d'être sûr que vos excuses avaient une vraie signification. Alors dites-moi, Ricardo, qu'avez-vous appris ?» Il inspira profondément, et Elena vit des larmes se former dans ses yeux. « J'ai appris que j'ai passé 38 ans de ma vie aveugle. Aveugle à mes privilèges, à mes préjugés, à la façon dont je traitais les gens. » Sa voix se brisa. « J'ai appris que la compétence technique ne signifie rien si l'on n'a pas d'humanité. Et j'ai appris que j'ai blessé beaucoup plus de personnes que je ne le pensais. » « Continuez, » dit Elena doucement. « Dans le programme, la psychologue m'a fait lister toutes les fois où j'ai jugé quelqu'un sur son apparence. Des pages et des pages. » Une larme coula sur son visage. Des clients que j'ai ignorés, des employés que j'ai sous-estimés, des gens que j'ai humiliés subtilement sans même m'en rendre compte. Et le pire, c'est que je pensais avoir raison. Que mon jugement était exact. Et maintenant? Maintenant je regarde chaque personne qui entre ici et je m'oblige à me rappeler que je ne sais rien d'eux. Que l'apparence ne raconte pas l'histoire. Que le respect n'est pas quelque chose qu'on gagne, c'est quelque chose que chaque être humain mérite par le simple fait d'exister. Il se passa la main sur le visage. Travailler à l'agence communautaire m'a changé. J'ai vu des mères économiser centime par centime pour donner une éducation à leurs enfants. J'ai vu des travailleurs se lever à 4 heures du matin et gagner moins en un mois que ce que je dépensais pour un dîner. J'ai vu de la dignité là où je ne voyais que pauvreté. Elena resta silencieuse un long moment, l'observant. Elle voyait de la sincérité, de la douleur réelle. Un changement authentique, pas seulement des mots répétés. « Vous avez détruit un moment important de ma vie », dit-elle enfin. Ce chèque représentait des années de travail, de sacrifice. Quand vous l'avez déchiré, vous n'avez pas seulement déchiré du papier. Vous avez déchiré ma dignité devant des dizaines de personnes. Je sais. Et je suis désolé. Vraiment désolé. Ricardo peinait à parler à travers ses larmes. Si je pouvais revenir en arrière. Mais vous ne pouvez pas. Personne ne peut. Ce qui est fait est fait. Elena se pencha en avant. Mais vous pouvez choisir qui vous voulez devenir désormais. Choisir d'apprendre ou de vous victimiser. Choisir de grandir ou de vous aigrir. Je veux être meilleur. Je le jure, je veux. Elena ouvrit son sac et en sortit une enveloppe. Alors je vais te donner une mission. Dans cette enveloppe se trouve le nom et l'adresse de 3 personnes ayant reçu un microcrédit du Fonds Espoir. Je veux que tu visites chacune d'elles, connaisses leurs histoires, offres ton savoir bancaire pour les aider à mieux gérer leurs affaires.
sans rien demander en retour. Juste en aidant. Ricardo prit l'enveloppe avec des mains tremblantes. Je le ferai. Merci. Merci de me donner cette chance. Ne me remercie pas encore. Prouver que tu as changé est un travail pour toute la vie, pas 6 mois. Elena se leva. Mais je crois en la rédemption, Ricardo. Je crois que les gens peuvent se transformer. Tu vas me montrer si j'avais raison ou tort. Elle commença à s'éloigner, mais il l'appela. Madame Elena? Pourquoi? Pourquoi m'avez-vous donné cette opportunité? Je ne la méritais pas. Elena s'arrêta et se tourna. Parce qu'il y a 40 ans, une femme m'a donné une opportunité que je ne méritais pas. Je venais de voler de la nourriture dans son marché parce que j'avais faim. Elle aurait pu me livrer à la police. Au lieu de cela, elle m'a donné un emploi, m'a appris à mieux lire, m'a traité comme une personne. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Tout le monde mérite au moins une chance d'être meilleur que son pire moment. Je ne fais que transmettre cela. Elle sortit de l'agence et marcha sur l'avenue, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Ce n'était pas la paix de quelqu'un qui a remporté une bataille, mais celle de quelqu'un qui a semé des graines de changement réel. Son téléphone sonna. C'était Clara. Elena, je viens de recevoir la confirmation. Le modèle de notre programme de diversité va être mis en œuvre dans 3 autres institutions bancaires. Ils te veulent comme consultante également. Elena sourit. Ce qui avait commencé comme un moment d'humiliation s'était transformé en un mouvement. La preuve que la plus grande vengeance n'est pas de détruire celui qui vous blesse, mais de construire un monde où ce type de blessure ne peut plus se produire. Elle regarda le ciel bleu, pensa à la jeune fille de 17 ans qui était arrivée en ville sans rien, et murmura « Nous avons réussi ». Parce qu'au final, la véritable transformation ne consiste pas à punir ceux qui font des erreurs. Elle consiste à créer des systèmes où il est impossible de commettre ce type d'erreur. À éduquer, pas seulement à punir. À croire que les gens peuvent changer, mais à exiger qu'ils le prouvent par leurs actions, pas par des mots. Et surtout, la dignité ne se gagne pas. La dignité ne se conquiert pas. La dignité est un droit humain fondamental que tout être vivant mérite, indépendamment de sa couleur, de sa classe ou de son apparence. Si vous avez aimé cette histoire et souhaitez voir plus de contenu sur la justice, la transformation et l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.